Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Ludonote, les mondes du jeu vidéo. Durant notre précédent cours, on a vu plusieurs théories de game design. Cette fois-ci, on va s'intéresser de façon un peu plus précise à l'art du level design. Le level design, c'est l'art et la science de concevoir des espaces interactifs dans un jeu vidéo. Ça détermine comment les joueurs interagissent avec l'environnement pour atteindre les objectifs du jeu. Quels sont les rôles principaux du level design? Créer des expériences évidemment engageantes, guider les joueurs à travers des défis, des explorations et des récits, traduire les mécaniques de jeu en environnement interactif, donc adapter les idées conceptuelles en espace jouable. Et pourquoi c'est vraiment essentiel? Parce que ça influence directement sur le plaisir du jeu et ça renforce l'immersion en intégrant harmonieusement gameplay et narration, évidemment avec un certain sens de l'esthétique. Une petite histoire rapide du level design, tout d'abord les tout débuts, entre 70 et 90, comme on l'a vu durant notre premier cours avec Space Invaders ou Pac-Man, on faisait des niveaux assez simples basés sur la répétition. Évidemment, l'idée était de maximiser le gameplay dans des espaces limités, dus notamment à des machines à très faible calcul. Il y a eu la révolution de la 3D en 90, qui va de 90 jusqu'à 2010 avec le passage de la 2D à la 3D comme Doom ou Mario 64, l'apparition des outils de création spécialisés, par exemple les éditeurs de niveau, et l'intégration de la verticalité et de l'exploration dans le design. Il y a la période contemporaine entre 2010 et aujourd'hui, avec une mondialisation des concepts, les jeux open world qui dominent, tels que GTA V, Witcher 3, etc. Utilisation de la narration environnementale, par exemple The Last of Us, comme on en a déjà aussi discuté. L'évolution avec les outils d'IA, d'algorithmie, et la génération procédurale avec notamment No Man's Sky. Quels sont les principes de base du level design? Clarté des objectifs, c'est vraiment essentiel. Le joueur doit savoir instinctivement quoi et où aller grâce aux indices visuels et contextuels. Avoir une progression fluide, introduire progressivement des nouvelles mécaniques et des défis croissants. Maintenir l'intérêt, évidemment, sans frustrer. Créer un équilibre entre risque et récompense, encourager les joueurs à prendre des risques mesurés pour obtenir des gains significatifs. Et utiliser l'engagement sensoriel, c'est-à-dire utiliser des sons, de la lumière et des couleurs pour capter l'attention et renforcer encore plus l'émotion et l'immersion. L'utilisation du level design comme outil narratif est évidemment essentielle. L'idée est de raconter une histoire à travers les environnements avec la narration environnementale. Le design du niveau peut transmettre un contexte ou un état émotionnel sans dialogue, créer des moments forts évidemment, concevoir des lieux qui marquent la mémoire du joueur sur un long terme, créer une interaction avec le récit, les éléments interactifs comme des notes ou des objets qui vont être glissés dans les niveaux, qui vont enrichir la narration. On peut voir sur l'image de droite comment ici la photographie, donc la lumière, est mise en valeur pour indiquer une direction où le joueur doit aller. L'importance de l'immersion, on l'a vu et c'est vraiment crucial. Pour rappel, c'est la capacité du joueur à se sentir intégré dans le monde du jeu. Quels sont les facteurs qui renforcent cette fameuse immersion? D'abord la cohérence visuelle et sonore, un monde crédible à tous les niveaux, les textures, les musiques, un design intuitif, donc chaque élément doit sembler naturel et logique dans l'univers du jeu, et une réduction des distractions, éviter les éléments qui cassent l'illusion, par exemple des interfaces trop intrusives ou des niveaux contre-intuitifs. Avoir un équilibre entre exploration et progression est évidemment très important. Donc permettre une exploration significative, donc donner aux joueurs des raisons d'explorer comme avec des quêtes secondaires, des objets cachés ou des zones secrètes, avoir une progression dirigée mais non forcée, maintenir une direction claire tout en laissant une liberté d'approche. En termes de gestion du rythme, alterner entre moments d'intensité et périodes calmes pour maintenir l'intention, évidemment sans surcharger. Sur la conception des niveaux, on va utiliser une méthodologie qui sera tout le temps pareille. On le dit à chaque fois que c'est tout ce qu'on fait en termes de design, c'est une méthodologie itérative. Ici, on va utiliser du level design itératif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une méthodologie qui consiste à créer, à tester, à ajuster, améliorer les niveaux en plusieurs cycles pour perfectionner l'expérience du joueur à chaque itération. Pourquoi est-ce que c'est crucial? Parce que ça permet d'identifier et de corriger les problèmes tôt dans le processus. Ça permet d'aider à aligner le niveau avec les objectifs du gameplay et les retours des joueurs. On parle aussi de testeurs. Le processus d'une conception itérative, c'est d'abord créer un prototype assez rapide, assez simple, donc une version très simplifiée pour tester les idées principales, faire un test en interne pour valider les mécaniques et l'équilibre du niveau, avoir des feedbacks utilisateurs, observer comment les joueurs réels interagissent avec le niveau et affiner et réajuster en fonction des retours. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un design basé sur la mécanique de gameplay? C'est-à-dire créer des niveaux qui mettent en avant et qui exploitent les mécaniques principales du jeu. Quelles sont les méthodes pour concevoir
autour d'une mécanique, c'est-à-dire introduire la mécanique dans un environnement simple, ajouter progressivement des couches de complexité pour maintenir l'intérêt du joueur, récompenser l'expérimentation et la maîtrise de la mécanique. Les avantages ici sont la garantie, il y a une garantie d'une cohérence entre gameplay et level design, ça permet de surprendre les joueurs avec des variations inattendues de la mécanique. Utiliser les espaces et l'architecture, c'est très important aussi parce que les dimensions et les proportions vont influencer la façon dont le joueur se déplace et interagit et perçoit les niveaux. On peut voir sur l'image de droite ici un screenshot de Shadow of the Colossus avec ses grandes architectures gigantesques et majestueuses. Et qui créent une certaine forme de nostalgie parce que ce sont des ruines en fait. Le fait de créer des ruines crée de la nostalgie. Ces décors vont nous permettre de créer une certaine verticalité, donc créer des défis ou des opportunités en jouant sur les hauteurs. On va pouvoir aussi les utiliser comme des points focaux pour orienter les joueurs vers des objectifs ou des zones d'intérêt. Donc ça peut être une montagne, un volcan, un château, des ruines, etc. Le plus important étant d'avoir évidemment une cohérence visuelle et fonctionnelle. Donc les structures doivent être réalistes et alignées avec la thématique du jeu. Pour les placements des objets, ça va être crucial parce que ça oriente le joueur en donnant des repères visuels et interactifs. Ça crée des moments d'engagement comme des combats ou des puzzles. Quelles sont les méthodes de placement? Un guidage très subtil, donc placer des objets ou des lumières pour indiquer une direction justement. Faire un équilibre des ressources, offrir juste assez de récompenses pour encourager l'exploration sans déséquilibrer le gameplay. Évidemment, il faut tester l'efficacité, on l'a dit avec la méthode itérative. Observer si les joueurs suivent les chemins ou interagissent avec les objets prévus et ajuster en fonction des retours et des comportements inattendus. Vous voyez que sur l'image de droite, dans The Last of Us, on a deux types de portes. Une porte qui est clairement décorative et qui nous signale qu'on ne peut pas la franchir, et une porte de type plutôt bleu par laquelle on peut passer. En termes de densité et de variété des environnements, évidemment l'idée c'est d'éviter l'ennui du joueur, donc il faut créer de la diversité pour maintenir l'intérêt du joueur. Les environnements trop vides ou trop denses peuvent nuire à l'expérience, il est nécessaire de maintenir un équilibre entre exploration et lisibilité. Sur l'idée de varier les environnements, l'idée d'alterner entre espace ouvert et confiné pour jouer avec le rythme, et introduire des environnements thématiques distincts pour éviter la monotonie. Justement, une variété bien dosée va stimuler l'exploration et va renforcer l'intérêt du joueur. Sur la conception des obstacles et des défis. Les rôles des obstacles dans le gameplay, c'est d'ajouter du défi et de l'intérêt. Chaque obstacle doit inciter le joueur à réfléchir ou à agir différemment. Ces obstacles peuvent être de type physique, par exemple un saut, il va falloir sauter, il y a des pièges, il y a une plateforme. Ils peuvent être de nature interactive, des portes verrouillées qui nécessitent une action spécifique pour les ouvrir, ou dynamique, des ennemis qui réagissent aux joueurs ou aux environnements destructibles. Il faut avoir une conception équilibrée, donc les obstacles doivent être suffisamment prévisibles pour être surmontables, mais suffisamment surprenants pour rester engageants. L'idée enfin est d'alterner les niveaux de difficulté pour maintenir l'intérêt et éviter la frustration. On passe à une conception avancée des niveaux, toujours avec cette idée d'utiliser le fameux canal du flow, qu'on va utiliser cette fois-ci un peu plus pour le level design. Donc ici, on va rappeler tout d'abord ce que c'est que le flow, on l'a vu précédemment dans notre cours. Donc le flow est l'état optimal où le joueur se sent totalement immergé, qui équilibre défis et compétences, c'est ce qu'on avait vu. Un niveau bien conçu guide le joueur à travers des moments de tension, de résolution et de progression naturelle. Et ici, l'idée étant d'avoir des niveaux en dents de scie, justement, qui vont être de plus en plus difficiles. On monte en tension et on baisse en tension. Donc en termes croissants, l'idée est d'introduire des défis progressivement plus complexes. Vous voyez que le niveau de difficulté monte au fur et à mesure. Et que ce soit ondulant, donc alterner des moments de défis intenses avec des pauses pour éviter la fatigue, justement. Quelques techniques pour maintenir le flow, fournir un feedback clair en termes de récompense et d'animation, guider subtilement avec des repères visuels ou audio, et ajuster les obstacles en fonction de la progression des compétences du joueur. Quelques règles sur les points de sauvegarde et les points de contrôle. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que ça permet d'éviter la frustration liée à des pertes de progression trop importantes, ça aide le joueur à aborder les défis de manière segmentée et moins décourageante. Les types de sauvegarde sont de type manuel, le joueur choisit tout simplement de sauvegarder. Dans Elder Scrolls, c'est automatique, le jeu enregistre à des moments clés, par exemple dans Uncharted, ou hybride, l'idée de combiner les deux pour offrir plus de flexibilité. Il faut réfléchir en termes d'emplacement stratégique des points de contrôle avant des moments critiques comme des boss ou des puzzles complexes, parce que sinon on peut créer de la frustration, après des segments particulièrement difficiles, et assurer une distance équilibrée pour ne pas interrompre
justement le flow. Pensez en termes d'interaction entre les éléments du niveau. L'idée étant de définir l'interaction entre ces différents éléments. Les niveaux ne doivent pas être statiques, c'est pas un monde mort, ils doivent répondre aux actions du joueur. En termes de conception de systèmes interactifs, on peut penser à des éléments mécaniques comme des leviers, des plateformes mobiles, des portes verrouillées. On peut aussi réfléchir en termes de réaction en chaîne, des actions provoquant des événements multiples, par exemple un pont qui s'effondre après un puzzle résolu. L'idée étant d'encourager la créativité du joueur, donc offrir des options multiples pour résoudre une problématique donnée. La construction de l'attraction et de l'attention. Qu'est-ce que l'attraction dans un niveau? L'attraction est l'acte de capter l'attention du joueur en le dirigeant vers des points d'intérêt. Les techniques sont utilisées justement des faisceaux de lumière, du son ou des objets uniques pour guider. L'attention, elle, permet de maintenir le joueur engagé, donc créer un sentiment de danger ou d'urgence sans aller jusqu'à la frustration, tout en gardant évidemment ce fameux canal du flow. L'idée est de combiner attraction et tension, donc offrir des moments de soulagement après une séquence tendue pour équilibrer l'expérience. En termes d'exemple, on peut avoir des environnements ouverts après des combats intenses comme dans Doom Eternal. Qu'est-ce que c'est que la curation visuelle? La curation visuelle, c'est s'assurer que le joueur voit ce qui est important et ne soit pas submergé par des détails inutiles. Les techniques de curation visuelle sont des couleurs contrastées, donc mettre en avant des éléments interactifs ou narratifs. En termes de composition, c'est aligner des éléments du décor pour guider le joueur intuitivement. L'idée étant de créer une hiérarchie visuelle, donc prioriser les éléments les plus importants et réduire ainsi le désordre visuel pour une lisibilité maximale. On peut voir sur l'image de droite comment on peut utiliser le relief pour orienter la trajectoire que doit prendre le joueur. Sachant que si c'est plus haut, donc ça va attirer l'attention, donc on sait qu'on va devoir se diriger vers le haut. Voilà. L'idée étant de jouer sur cette visibilité qui va entraîner un événement et qui va créer un rythme différent, si c'est montant, si c'est descendant, etc. On l'a dit aussi, manipuler la lumière et les ombres dans les niveaux. Donc la lumière attire l'attention, l'ombre crée du mystère ou de la peur. Quelques techniques, en termes de guidage, des zones éclairées mènent le joueur vers un objectif. Et en termes d'accentuation des éléments clés, éclairer les zones justement interactives ou critiques. Ça permet d'attirer l'attention. Les ombres comme défi ou ambiance, ça permet de créer des zones d'obscurité pour cacher les ennemis ou des secrets. Et l'idée est d'ajouter de la profondeur, de l'atmosphère, en jouant avec les contrastes. Comment utiliser level design et narration? Il y a un rôle narratif évidemment des niveaux. Les niveaux ne sont pas des simples terrains de jeu, sinon ce sont des terrains morts. Ils racontent une histoire par leur structure, leur ambiance et leurs interactions. On peut voir à droite une image qui vient de BioShock, justement, qui réussit très bien la narration environnementale. Les techniques pour renforcer la narration, c'est le guidage narratif comme on l'a dit, donc concevoir des itinéraires qui soutiennent les événements de l'histoire et avoir des événements déclenchés, donc intégrer des scripts pour révéler des moments clés, par exemple un bâtiment qui s'effondre pour symboliser le chaos. Donner une personnalité au monde du jeu, les niveaux doivent être des personnages en eux-mêmes, chaque niveau, donc c'est pas juste un ensemble de niveaux, mais chaque endroit doit avoir sa propre personnalité pour refléter l'ambiance et les enjeux narratifs du jeu. Quelle influence des décors sur l'immersion? Tout d'abord, ce sont des vecteurs d'immersion. Les décors transmettent l'histoire et renforcent l'engagement émotionnel. Quelques techniques immersives. L'utilisation des détails. Chaque élément d'un décor doit avoir une signification. Rien ne doit être laissé au hasard. Par exemple, un salon abandonné avec des jouets dispersés peut évoquer une tragédie. En termes de consistance esthétique, c'est de garder une cohérence visuelle pour renforcer l'immersion. Et pour stimuler les émotions par l'environnement, avoir une ambiance sonore très travaillée, donc des sons environnementaux enrichissent l'immersion. Et les lumières et les couleurs, l'idée est de manipuler la palette pour transmettre des émotions. On peut voir à droite une image qui vient d'Assassin's Creed, Assassin's Creed Unity, près de Notre-Dame, justement. Utiliser des symboles et de l'iconographie, penser en termes de puissance de symboles dans le level design. Les symboles transmettent des idées complexes rapidement. Par exemple, une couronne brisée dans un château peut représenter une monarchie déchue. Quelques techniques d'intégration de symboles, des symboles visuels. Par exemple, utiliser des motifs récurrents pour renforcer un thème. En termes de langage iconographique, des signes universels guident les joueurs tout en enrichissant les mondes. Par exemple, une icône d'éclair peut signaler un danger électrique, par exemple. Et les symboles, comme éléments narratifs cachés, laisser des indices visuels subtils pour les joueurs attentifs. L'idée est aussi de briser la routine des joueurs, donc de surprendre le joueur en modifiant ou contredisant les conventions établies, évidemment, parce que si le joueur sent qu'il y a un schéma préétabli, il risque de s'ennuyer. Quelques techniques pour changer les règles,
justement, c'est introduire des mécaniques inattendues au milieu d'un niveau, par exemple un ennemi invincible qui renforce le joueur à fuir plutôt qu'à combattre. Réévaluer les repères, un chemin sécurisé devient soudainement très dangereux. Pourquoi on fait tout ça? Pour maintenir l'attention du joueur, provoquer des émotions fortes comme la surprise, l'émerveillement ou l'inquiétude. On l'a dit, un des termes spécifiques c'est le pacing, le rythme, qui est très important. Donc la gestion du rythme dans un jeu est fondamentale et se joue notamment à travers le level design. La narration environnementale, on l'a dit, c'est raconter à travers des objets, l'architecture et les indices dans les décors, comme on peut le voir sur la droite dans BioShock. Utiliser des contextes visuels, chaque élément doit raconter quelque chose, et des objets interactifs comme des journaux, des cassettes, etc. L'idée étant de créer une profondeur narrative, associer des éléments visuels et interactifs pour engager les joueurs dans l'exploration et la réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau multilayer, donc multicouche? Ce sont des niveaux avec plusieurs couches narratives ou interactives. Les techniques pour créer des niveaux multicouches, ce sont des narrations parallèles, raconter plusieurs histoires en utilisant différents éléments, par exemple un lieu avec une histoire ancienne et une intrigue contemporaine. Avoir des secrets et des indices cachés, récompenser les joueurs curieux, par exemple des zones cachées révélant des détails supplémentaires. Et quel est l'impact des niveaux multilayered? C'est prolonger l'intérêt des joueurs par des découvertes successives et offrir des expériences différentes selon l'attention et les choix des joueurs. On va réfléchir cette fois-ci au level design et aux cartes. Tout d'abord, la conception des cartes. Les cartes sont des outils visuels qui guident le joueur à travers les espaces d'un jeu. Elles représentent un mélange d'art et de fonction et dans l'orientation tout en renforçant l'immersion. Les types de cartes sont les cartes globales, qui montrent l'ensemble du monde ou des zones clés, en général en passant par le menu Start. Des mini-cartes qui sont directement sur le HUD, qui sont des guides instantanés et dynamiques pendant le jeu, et des cartes abstraites, qui sont stylisées pour un impact narratif ou artistique. Quel rôle, évidemment, c'est offrir des informations essentielles sans surcharger, et compléter l'architecture du monde en renforçant les thèmes et les mécaniques. Les types de cartes, on a vu, il y a des cartes linéaires qui sont des guides précis dans des jeux narratifs ou linéaires, par exemple Uncharted. Elles réduisent le risque de se perdre, mettant l'accent sur la progression. Il y a des cartes ouvertes qui vont favoriser l'exploration, comme dans The Witcher 3, l'idée étant d'afficher des points d'intérêt pour guider sans forcer. Il y a des cartes interactives qui permettent des interactions directes pour poser des marques ou explorer différents niveaux de détail, par exemple dans Assassin's Creed. Et des cartes symboliques qui sont utilisées dans les jeux artistiques ou narratifs. Elles-mêmes racontent une histoire, par exemple dans Hollow Knight. L'idée étant de créer des cartes équilibrées, il faut qu'elles soient lisibles et claires, s'assurer une distinction claire entre chemins, obstacles et zones importantes, utiliser des couleurs et des icônes intuitives pour éviter la surcharge visuelle, réfléchir en termes d'échelle et de perspective, adopter une échelle appropriée. Si c'est trop détaillé, ça peut désorienter, si c'est trop simplifié, ça peut frustrer. Quelques exemples, une vue top-down, donc vue d'en haut pour des mondes ouverts, une vue isométrique pour des cartes plus compactes. Les points d'intérêt, justement, on parle de points d'intérêt, justement, point of interest en anglais, mettre en avant des éléments interactifs ou narratifs pour motiver l'exploration. Ça peut être des lieux de quête, des trésors cachés, des points de contrôle, justement, qui vont diriger le joueur dans un sens ou dans un autre. Quelle intégration des cartes pour l'immersion? Pensez soit à une carte diégétique ou extra-diégétique. On peut les intégrer naturellement dans le monde du jeu, par exemple dans Dead Space. Avoir des choix esthétiques, adopter la palette des couleurs et des textures à l'univers du jeu. Si c'est un jeu médiéval, pourquoi pas utiliser une carte avec un parchemin, ou futuriste, voire fantastique. Et créer une narration environnementale via la carte. La carte peut elle-même contenir des indices narratifs, comme des annotations, des traces de conflits ou des zones mystérieuses. Quelques erreurs à éviter dans la conception des cartes. Un surcharge d'informations, c'est le risque. On l'a dit, donc l'esprit humain ne veut pas être surchargé d'informations, sinon la confusion se crée. Trop de détails vont rendre les cartes illisibles et vont distraire les joueurs. L'idée étant d'afficher tous les éléments secondaires dès le départ. En termes de confusion dans le design, une mauvaise utilisation des couleurs ou des symboles qui compliquent l'interprétation, un mauvais calibrage de l'échelle, une carte trop grande ou trop petite peut désorienter, et des zones, on peut prendre en exemple des zones exagérément compactes, rendant l'exploration frustrante. Une carte trop moderne dans un jeu médiéval aussi, attention par rapport à l'immersion, peut briser l'harmonie thématique, à part si c'est un choix artistique. En termes de level design et mécanique de jeu, on peut penser à une relation symbiotique. Les niveaux ne sont pas des simples décors, on le dit et on le redit. Ils renforcent activement les mécaniques du jeu. Il faut y avoir une harmonie recherchée, une conception guidée par les mécaniques, donc créer des environnements qui mettent en valeur les actions principales du joueur, la plateforme, le combat, l'exploration. Avoir un feedback dynamique, les niveaux doivent répondre aux actions du joueur
comme des plateformes qui s'effondrent, des portes qui se verrouillent après un combat. En termes de bonne pratique, s'assurer d'une progression logique dans la courbe de difficulté, où chaque section prépare à la suivante, et l'idée étant d'utiliser des éléments de design visuel, des couleurs, des textures pour guider naturellement le joueur. En termes de conception des zones de combat, il faut avoir des caractéristiques, on va avoir en tête des caractéristiques essentielles. Tout d'abord, des espaces optimisés par des mécaniques spécifiques, des zones ouvertes pour encourager les mouvements ou espaces restreints pour des combats plus rapprochés. L'idée étant toujours de créer des variations, donc des zones avec des verticalités, des couvertures et des points d'embuscade pour enrichir le gameplay. Par exemple, on peut avoir un exemple de structuration. Une phase préparatoire, le joueur se familiarise avec la zone, des munitions, des repérages. Un engagement actif avec l'apparition d'ennemis, avec une mise en avant des mécaniques spécifiques, des boss et des pièges. Et la résolution, la victoire débloque des nouveaux chemins ou des objets. En termes de conseils de conception, alterner justement entre combats tendus et moments de répit pour maintenir un bon rythme, le pacing. Placer des indices visuels pour préparer le joueur à une rencontre difficile, des marques des griffes, des cadavres, etc. qui peuvent orienter et préparer le joueur. En termes d'intégration des mécaniques de survie dans le design du niveau, l'idée est ici plus spécifiquement de créer une tension permanente. Les niveaux doivent accentuer le sentiment de danger ou de manque constant. On peut réfléchir à la gestion des ressources, donc intégrer des objets clés, la munition, les santé de manière stratégique dans les niveaux pour influencer la difficulté. En termes de moments de pression contrôlés, concevoir des niveaux où la fuite est plus viable que le combat. Quelques conseils: varier entre des zones de tension extrême, comme on l'a dit, et des moments de calme, et s'assurer que les choix de survie sont significatifs, donc sacrifier des ressources pour atteindre justement une zone sûre. L'architecture des niveaux adaptatifs, l'idée d'avoir une réactivité des environnements, les niveaux doivent évoluer en fonction des actions et des compétences du joueur. Les caractéristiques sont un changement dynamique, donc ajouter ou modifier des éléments en temps réel, des ennemis ou des pièges. Des niveaux modulaires, donc concevoir des sections qui se recombinent selon le style du jeu du joueur. Les avantages ici étant de maintenir un sentiment de nouveauté et d'imprévisibilité, et d'encourager la rejouabilité en variant les expériences. Quelques conseils: l'idée est de tester intensivement pour éviter des variations déséquilibrées et offrir des options claires pour les joueurs, choix tactiques, routes différentes, etc. Différents niveaux, différentes approches. L'idée est d'avoir un équilibrage dynamique, adapter justement les niveaux pour répondre aux différents styles de jeu et de niveaux de compétences. Les caractéristiques clés sont des multiples chemins, l'idée étant de proposer des routes faciles, des routes modérées, des routes plus complexes, avoir des environnements interactifs, donc intégrer des éléments que le joueur peut manipuler, tels des portes ou des pièges. Quelques conseils de conception: concevoir des zones accessibles à tous, mais où tous les joueurs expérimentés peuvent découvrir des raccourcis ou des secrets. Favoriser justement les niveaux qui s'adaptent à des équipes ou les joueurs solo, avec des objectifs flexibles. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.